Ben, bonjour tout le monde. En fait, quand on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui, j'ai trouvé ça super intéressant dans un premier temps parce qu'habituellement, quand je donne des conférences, quand je fais des rencontres avec des gens, c'est habituellement des confrères, des consoeurs, des infirmières, des médecins, fait que c'est des discours toujours très scientifiques. Je dis, ah, wow, enfin, on peut se parler, s'asseoir ensemble, vous donner, oui, je vais commencer par vous donner un petit brin de théorie. Ça peut être intéressant de comprendre un petit peu les principes généraux. Puis après ça, on va surtout s'attarder à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Trouver des trucs ensemble. Je vais être là pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Gênez-vous pas pendant la conférence. Ça, c'est génial. C'est fini, là. Gênez-vous pas à poser vos questions en cours de route. J'ai voulu que ce soit interactif et que ce soit le fun. On est samedi matin, il ne faut pas qu'on s'endorme. Donc, c'est ça. Quoi que ce matin, je dois dire qu'on a été gâtés là. Moi aussi, je n'ai profité. Donc, je vais essayer d'y aller assez court parce que là, ben, c'est sûr qu'on a un petit peu moins de temps qu'on avait à 10h ou 10h30. Première portion, on va parler de la fatigue. Donc, je vous ai expliqué un petit peu au niveau des définitions, causes, les évaluations. Comment on peut évaluer ça? C'est assez subjectif comme symptôme, mais il y a quand même des façons de nous aider. Merci. On va regarder des outils ensemble. Évidemment, les questions, j'ai marqué à la fin. Il va en avoir à la fin, mais comme je vous dis, posez-les au fur et à mesure. Une portion sur le brouillard du cerveau aussi. Définition, cause, les types de changements cognitifs, des stratégies évidemment pour y faire face. C'est surtout ça probablement qui vous intéresse. Puis, en fait, à la fin, les questions. La fatigue. On commence par quoi? Y en a-t-il des causes à la fatigue? On est fatigué, oui, mais fatigué pourquoi? Donc, oui, le cancer va causer de la fatigue. Oui, les traitements qu'on subit vont causer de la fatigue. La fatigue, c'est un des symptômes qui est le plus important et pourtant souvent en fait, tout le temps sous-évalué par les équipes de santé. Puis c'est pourtant un des effets secondaires qui a le plus d'impact au niveau de la vie quotidienne. Oui, hein? Donc, on estime à entre 60 et 96% des patients qui vivent un excès de fatigue. C'est pas très précis, entre 60 et 96, mais les études ne s'entendent pas nécessairement. C'est assez subjectif, donc c'est difficile à évaluer. Il n'y a pas de limite à la période, c'est pas limité à la période du traitement. La fatigue, ça peut s'étendre par après et même plusieurs années après la fin des traitements. Donc, c'est un fardeau des fois qu'on traîne longtemps. Ça a évidemment, je ne vous apprendrai rien, là, des impacts sur toutes les sphères de la vie. Oui. Matin, midi, soir. Il y a des fatigues qui sont normales. Hein, on se couche tard, on se lève tôt, on a beaucoup de choses dans la journée. C'est des fatigues qui sont souvent intenses, mais qui sont de courte durée. Tu sais, on se couche, on dort une couple de nuits de bon repos, puis whoop, la fatigue passe. Mais il y a des fatigues qui sont persistantes, intenses, mais qui ne lâchent pas. C'est inhabituel, c'est excessif. Tu sais, une nuit de sommeil, 2 nuits de sommeil, puis on se lève, puis il me semble mensuellement, on est encore fatigué. Ça vous arrive-tu? Pas mal. On essaie de se coucher, on fait des siestes, puis on se lève, puis on se bat les fesses pour se lever parce qu'on resterait couché toute la journée. C'est persistant dans le temps, on ne s'en débarrasse pas, puis évidemment, ça nuit, encore une fois, à toutes les sphères de la vie. Autant au niveau physique qu'au niveau appétit, au niveau activité, au niveau social, familial, psychologique, on va s'en reparler. Les mécanismes qui impliquent la fatigue chez les patients, évidemment atteints de cancer, puis les survivants, ils ne sont pas nécessairement directement ciblés. Il n'y a pas une cause connue, il y en a plein. C'est multifactoriel, c'est ça qu'on va regarder. Cause, c'est difficile à déterminer, mais c'est sûr qu'on a quand même réussi avec plusieurs études à cibler des facteurs prédisposants. Donc, qu'est-ce qui, au bout de la ligne, 1 + 1 + 1 + 1 égale
Beaucoup. Donc, oui, le cancer cause de la fatigue. C'est un marathon que vous avez à l'intérieur de vous. Ça vient chercher beaucoup de votre énergie. Fait que, oui, juste ça, c'est assez pour être super fatigué et avoir de la misère à se relever. Mais en plus, on ajoute des traitements. Des traitements de chimio, des traitements de radio, de l'hormonothérapie. On va embarquer des thérapies ciblées là-dedans. On va vivre toutes sortes de choses. C'est sûr que ces traitements-là aussi viennent ajouter un stress physique, émotionnel très important, donc fatigue. L'anémie, bien souvent, avec les traitements, avec la maladie, on peut vivre justement de l'anémie. Donc la baisse des globules rouges qui fait en sorte que, ben, au bout de la ligne, ça va amener une fatigue, un essoufflement, des symptômes physiques aussi. Infection, fièvre, effets secondaires de d'autres médicaments qui ne sont pas la chimiothérapie. Probablement que nombreux sont d'entre vous qui avaient déjà essayé des corticostéroïdes. Hein, effectivement, ça nous amène à être bien énervés, mais pas au bon moment. Ce qui fait en sorte que souvent, la nuit, on roule, puis on roule, puis on roule. Facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, les symptômes de dépression, puis évidemment, l'insomnie, on va en parler un petit peu plus tantôt, parce que ça, c'est vraiment problématique aussi. Changement dans les habitudes de vie. Hey, là, le médecin me rencontre à 8 heures à matin, je reste dans Port-Neuf, il faut que je me ramasse à l'Hôtel-Dieu. À quelle heure qu'il faut que je me lève? C'est à peu près ça. Hein? Donnacona, Lamaldé, oui. Changement dans les habitudes de vie, là, ça veut dire qu'il faut que j'aille en ma radiothérapie à tous les jours à la même heure, puis il faut que je me tape le trafic aller-retour. Les examens, hein, il faut choisir pendant combien de temps pour mon examen. J'ai un examen aujourd'hui, j'en ai un autre demain, un autre dans 3 jours, puis là, en plus, il faut que je me vide les intestins parce que... Hein? Je pense que je touche pas mal de monde ici. C'est très, très difficile. En plus de ça, oui, ça change les activités sociales, donc ça change complètement notre pattern puis nos habitudes au niveau de nos proches. Ça nous amène à un déséquilibre aussi dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Il y a un impact à ça, des nutritions. On finit par perdre du poids. Bien, ça fait en sorte qu'on n'a pas autant de carburant là, dans notre moteur. Là, il manque un petit peu d'essence. En plus de ça, bien, là, je ne vous apprendrai rien. Au niveau de l'âge, le sexe, ça a l'air que les femmes ont un petit peu plus de difficultés avec l'insomnie que les hommes. Donc, impact sur la fatigue. Les atteintes antérieures, tu sais, on arrive avec notre cancer, mais ça ne change pas qui on est, puis le bagage qu'on a d'avant, là. Ça veut dire que si on a du diabète, si on a des problèmes cardiaques, si on a des problèmes respiratoires, bien, on arrive avec notre bagage aussi, là. Fait que ça s'ajoute en plus. Donc, en résumé, physique, psychologique, social et même spirituel, parce qu'au bout de la ligne, ça vient à nous faire douter aussi, puis à nous ramener, bon, pourquoi je vis ça, puis, tu sais, j'ai fait au bon Dieu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vient changer un petit peu notre perception de la vie des fois, puis de nos valeurs aussi. Ça remet les choses en perspective. Donc, on fait quoi? C'est bien beau, oui, OK, on est fatigué, mais maintenant? Bien, la première chose, c'est qu'il faut identifier là ou les causes. C'est pas facile, mais il y a une façon d'y arriver. En fait, ça m'amène à vous dire aussi que souvent avec les patients, malheureusement, on va souvent vous questionner sur la douleur, on va vous questionner sur les effets secondaires de la chimio. Mais la fatigue, on dirait qu'on ne vous en parle pas. On oublie de vous demander. Puis vous autres, bien, vous oubliez de nous en parler parce que ben, c'est normal que je suis fatiguée, j'ai des traitements. C'est normal, je suis fatiguée, j'ai un cancer. Bien, c'est normal, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour ça. Pour retrouver un équilibre. Donc, il faut en parler à son équipe de soins. C'est aussi important, sinon plus que la douleur, que tous les autres symptômes qu'on vous questionne à toutes les fois. Puis vos intestins, puis les nausées. En plus, l'infirmière pivot arrive, l'infirmière de chimio arrive, elle pose la même question. La pharmacienne qui passe en arrière, qui vous pose toutes les mêmes questions. Mais la fatigue, il faut nous en parler. Donc, c'est ensemble qu'on va trouver des pistes de solutions, puis il faut agir. Il ne faut pas subir, il faut agir. Même si on est fatigué, brûlé, on n'a pas d'énergie, il
faut s'en occuper. Sinon, ça va juste être pire, ça va juste être progressif. Je pense à ça, je ne me suis pas vraiment présentée tantôt. 2 minutes, vous pourrez retrancher ça. Oui, en fait, je suis infirmière pivot en oncologie. Je suis de Québec. Je suis infirmière pivot en oncologie depuis 2007. On est en 2015, ça fait quelques années. J'ai travaillé pour le C3S de la Vieille Capitale aussi. En fait, j'ai commencé comme infirmière pivot en oncologie au C3S, donc comme infirmière communautaire. Avant ça, j'étais infirmière aux soins palliatifs à domicile. Donc, j'allais chez les patients, les familles, pour accompagner les gens qui étaient un petit peu plus près de la fin de vie. Puis, dans mon autre vie, ben, je travaillais en physiothérapie puis en massothérapie. Fait que finalement, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la santé. Ce qui m'amène finalement au sujet d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je suis témoin un peu de ce que vous vivez. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais avec les années, on devient sensible. Donc, les causes. La première question à se poser, c'est quoi? Donc là, la personne qui va vous évaluer, votre médecin, votre infirmière, va vous poser la question, bien, expliquez-moi votre fatigue. D'où ça vient? À quel moment ça a commencé? Là, vous allez vous questionner, vous allez devenir un expert. Allô? OK. Donc, vous allez effectivement devenir un expert à un moment donné, vous allez aller au-devant de l'infirmière. Oui, bon, ce qui provoque, c'est ça. Vous allez aller avant même qu'on vous pose des questions. On va vous demander de nous décrire votre fatigue. De quelle façon ça arrive? À quel moment ça survient? Est-ce que vous êtes plus fatigué le matin, l'après-midi, le soir? Les questions qu'on vous pose, c'est pas juste pour vous faire perdre votre temps, c'est pour nous autres essayer de comprendre le processus de la fatigue puis de venir à trouver les causes de la fatigue. Les autres symptômes, que ce soit associé ou pas, c'est sûr que la douleur, ça peut être une cause de la fatigue. Pourquoi? Bien, la nuit, là, quand on a mal, là, ça dort-tu bien? Non. Puis dans la journée, là, quand on a mal, là, ben, des fois, la douleur là, est tellement pas bien contrôlée que ça nous amène à avoir mal au cœur, puis à pas avoir faim. Puis là, je m'en vais me coucher, mais je ne suis pas capable de dormir, je roule dans mon lit. Puis là, bon, fait que les autres symptômes, c'est important qu'on les sache parce que ça influence de près ou de loin. Le temps. Donc, ça fait-tu longtemps que vous êtes fatigué? Ça va nous aider à déterminer aussi, là, à cibler un petit peu plus. La qualité du sommeil. Ben, la nuit, c'est bien beau, là, vous vous couchez de 8 à 6. OK, super, mais si je ne vous pose pas la question à savoir, mais dormez-vous bien? Est-ce que vous vous endormez bien? Est-ce que vous vous réveillez la nuit? Combien de fois? Une fois? OK. 5 fois? Est-ce que vous vous rendormez bien quand vous vous couchez? Ça, c'est une autre question. Quelqu'un va dire, oh, je me réveille juste une fois. Oui, mais ça prend 1h30 avant de me rendormir. Oui. Ça a un impact. Ça va nous aider par la suite. Niveau de stress, ben c'est certain que quand les tacos arrivent, quand les rencontres de médecins arrivent, ça se peut qu'on dorme moins bien aussi. Quand le conjoint ronfle, mais ça n'a pas rapport à la maladie. Donc, j'ai écrit assez foncé. Votre opinion est importante. Le professionnel qui vous évalue, là, il peut aller nulle part si vous n'êtes pas au centre de l'évaluation. C'est facile d'interpréter. Pour l'aider, en fait, puis pour vous aider, il existe plusieurs sortes d'échelles. Tu sais, souvent, on vous parle d'échelle de douleur. Bon, on vous demande de nous coter votre douleur de 0 à 10. 0, pas de mal. 10, la pire des douleurs. OK, mais la fatigue, puis tous les autres symptômes, que ce soit les nausées, que ce soit tous les symptômes que vous expérimentez peuvent être cotés sur une échelle, mais des échelles, il y en a de toutes les sortes. Pour les enfants, c'est drôle, il y a des petites échelles avec des petits bonhommes, des petites faces du sourire à la face qui pleure. Mais pour nous autres, c'est la même chose, parce que si je vous demande de me coter votre douleur, là, des fois, c'est facile de dire j'ai mal un peu, moyen, beaucoup, mais de dire 8 ou 6 ou 2, ben, c'est pas facile. Puis d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ben, nos valeurs changent.
Donc, n'hésitez pas à aller vous chercher une échelle ou demander à votre infirmière, ben, peux-tu me montrer ça représente quoi, là? Peut-être dans ta tête à toi, un 6, là, puis dans ma tête à moi, ça veut dire quoi? L'échelle de Borg, c'est une échelle qui est intéressante parce que ça nous donne un petit peu un visuel pour les gens qui sont visuels, puis ça permet de comprendre un petit peu, ben, 2 sur 10, ça peut vouloir dire quoi à peu près, ou 8 sur 10, ça peut vouloir dire quoi. Ce qui est important pour nous autres de savoir quand on vous demande de coter un symptôme, c'est que d'une fois à l'autre, si on passe de 2 à 4, à 2 semaines après 8, on dit « Oh, il y a quelque chose qui progresse ». On ne le vit pas, donc c'est important d'essayer de comprendre d'une certaine façon. Il y a d'autres échelles un petit peu plus simples aussi qui existent. Des solutions, comme je vous disais, il y en a, il faut en parler. Les stratégies. Alors, au niveau de la fatigue, la première chose, probablement, jusqu'à maintenant, ça va-tu bien? Avez-vous des questions? Non? OK. Vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez. Là, on arrive dans un point bien intéressant. La première chose que les professionnels... S'il y en a qui dormaient. 1, 2, 3, 1, 2. Je suis vraiment désolé. On m'a déjà dit que je chantais bébé. Test, test. Test 1, 2. Oui, c'est bon. Donc, je voulais brancher en fait les. 1, 2, test. Je pourrais faire une petite chanson. Je pense que la petite part dedans. Ferme-le, ferme-le. Je vais donc brancher, là. Je pense que c'était vraiment neuf. Un, deux. Aïe, vos oreilles sont Je suis allé demander tout le monde connaît cette plaine, on vient juste d'aller faire baisser la pile. OK. Donc, la première chose, en fait, ça va? Ça réveille, en tout cas, si je commence à m'endormir, je ne suis plus. La première chose, c'est effectivement, quand on est fatigué, il faut établir nos priorités. C'est bien certain. Donc, il faut espacer les activités. Au lieu de faire 8 commissions, ben, on en choisit une à la fois. Ça, c'est des choses que vous savez déjà. Je vais peut-être répéter des choses que vous avez déjà vraiment pointées du doigt, mais il y a pas des choses que je veux dire, ah, ça, j'y avais peut-être pas pensé. Fait que pour ce petit truc-là, ça aura valu la peine. Déléguer des tâches. Ah, ça, vous êtes gêné de faire ça. Ça, vous êtes mal à l'aise de demander. C'est une maladie, ça, demander? Non, c'est normal, il faut. Vous n'avez pas le choix, là. Il y a des choses que c'est important que vous fassiez par vous-même. Oui. Mais c'est important à un moment donné de dire non, là, non, ma limite est là, puis avant d'y arriver, je vais demander ou je vais accepter l'aide qu'on m'offre. Pour les proches, là, des fois, on ne sait pas comment agir. On voudrait aider, on voudrait être utile, puis là, mais je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça? Ben, non. La personne qui est atteinte, des fois, elle trouve ça bien tannant parce que l'autre, il embarque dessus, puis overprotective, là, tu sais, il en fait un petit peu trop. Suggérez-leur donc ce qui serait utile pour vous. Ça, c'est une façon, justement, d'accepter l'aide, puis de laisser la personne qui est proche de nous aider aussi, mais avec quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Ça a-tu de l'allure, ça? Oui, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter. Ça demande un travail personnel, je pense.
Donc, oui, déléguer des tâches. Si on a les moyens, bien, pourquoi pas accepter que le petit voisin vienne nous tondre le gazon, là, puis, tu sais, il y a moyen peut-être de regarder le réseau, de faire une liste. Ah, moi, je trouve ça assez fin. Il y a une personne à un moment donné qui m'avait dit, hey, moi, j'ai fait une liste de mon réseau. Qui peut m'aider, qui s'est offert, puis qui s'était organisé un calendrier de choses qui avaient besoin d'aide, puis de qui pouvait faire quoi. J'avais trouvé ça brillant. Et au niveau des rendez-vous, il y en a sûrement plusieurs qui ont déjà eu de la radiothérapie. Hey, un rendez-vous par jour, du lundi au vendredi, pendant des semaines. Ben, cette même personne-là avait dit, bon, tel jour, c'est telle personne qui m'accompagne, tel jour, c'est telle personne qui m'accompagne. Bien, évidemment, il faut avoir un réseau qui est quand même assez grand, mais sinon, il y a des organismes communautaires qui peuvent nous aider pour les transports. Il y a moyen de s'organiser aussi. Mais on s'était assis ensemble, puis on avait fait vraiment le bilan de qui fait quoi, donc, quels étaient les besoins qui n'étaient pas répondus au bout de la ligne. Et ça, c'était bien. Prévoir des périodes de repos pendant la journée. Bien, je ne vous apprendrai rien. Je pense que ça vient du seul. Hein. On a besoin de s'arrêter à un moment donné. Mais en fait, là, donnez-vous le droit de vous arrêter. Équilibre avec des activités reposantes et de détente. Ben oui, c'est correct les siestes, mais il y a une façon de reposer son esprit et son corps aussi, c'est de choisir lesquelles des activités que vous aimez, de ressortir des boulamites, un petit peu des stratégies de relaxation que vous avez peut-être déjà fait dans le passé, des choses qui avaient fonctionné. On est tous différents, les hommes, les femmes, jeunes, moins jeunes, mais on a toutes des choses qui nous font du bien à nous, fait que c'est de réussir à les identifier. En passant, cette présentation-là, M. Vanance, il va pouvoir la mettre en ligne, vous la transmettre par email si jamais vous êtes un petit peu à l'aise avec l'ordinateur. Moi, ça me va tout à fait. Fait que tous ces points de repère-là, là, vous pourrez les récupérer. Là. Fait qu'arrêtez d'écrire. Les petites notes, OK, là. Mais, au niveau de l'alimentation, on va vous en parler beaucoup, puis juste l'alimentation, ça pourrait faire une journée complète de rencontres. Mais j'en parle parce qu'effectivement, il y a un impact important sur la fatigue. Quand on vous achale, mangez, vous devez être tanné de vous faire dire ça. Quand on n'a pas faim, puis ça roule dans la bouche, comment tu veux avaler, tu sais? C'est vrai. C'est pour ça que c'est important. Je vais en parler un petit peu plus loin, là, des petits trucs pour l'alimentation, mais ça fait partie importante là, de la gestion de la fatigue. Puis au niveau de l'organisme, ben, c'est bien sûr qu'on a besoin des fameuses protéines dont on vous parle tout le temps, puis les glucides et tout ça. Donc, l'alimentation, justement. Donc, il y a des trucs pour gérer sa fatigue. Donc, oui, dans les périodes où on est plus fatigué, ben, c'est correct les mets congelés, ça dépend. Nous, ou quand on va bien s'en préparer d'avance, mettre ça dans le congélateur, puis dans le micro-ondes quand c'est des journées plus difficiles. Quand je disais accepter l'aide des proches, bien, des fois, c'est quelque chose qui peut être intéressant, que nos proches nous fassent une petite soupe. Ben oui, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui est facile à faire, puis qui est donc, ben, une soupe, c'est le fun. À la fois, mais souvent. Ça, c'est un mot d'ordre que je répète souvent. Donc, ben oui, si ça ne rentre pas, forcez pas, rendez-vous pas malade à essayer d'avaler ce qui... On essaiera un petit peu plus tard, mais le but, c'est de réessayer, puis de réessayer, puis de réessayer. Petite quantité, mais souvent, pour au moins réussir à faire rentrer quelque chose. Attendez pas d'avoir faim. Des fois, on a faim, mais la plupart du temps, on ressent moins l'appétit. Collation nutritive, bien, demandez l'aide de nutritionniste pour justement savoir, bien, quand j'ai pas faim, là, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui a plus d'énergie? Qu'est-ce qui a plus de protéines? Si vous avez besoin de fer, bien, c'est quoi qui contient plus de fer? Posez des questions pour réussir à cibler. Quand je dis profiter des moments de grâce, c'est, tu sais, quand vous avez une bonne journée, bien, profitez-en pour bien manger. Manger des repas un peu plus complets, comme ça va au moins atténuer un petit peu. Manger au restaurant, manger avec des gens. Manger tout seul dans son salon, là, on n'a pas faim, hein? On n'a pas le goût de se faire un gros snack non plus. Mais si on est avec des gens, si on va manger une petite bouchée au restaurant, des fois on se force, puis en parlant, tranquillement, on se rend compte que ça rentre. Un petit truc.
Activité physique, ben, l'équilibre. Je trouvais ça extraordinaire, la personne qui était là tantôt, quand elle parlait d'équilibre. Équilibre dans tout, oui. On ne peut pas juste se reposer parce que sinon, vous allez planter. Ça prend de l'exercice. L'exercice, c'est ce qui va entretenir votre niveau d'énergie, en fait. C'est ce qui va briser le cercle vicieux de la fatigue en grande partie. Donc, oui, même si on est fatigué, si on n'a pas le goût de bouger, c'est difficile, c'est pas grave. On s'en va faire une marche 5 minutes s'il faut. Demain, ça va bien, 10 minutes s'il faut. Quelques fois par semaine. Puis si on est capable d'y aller un peu à tous les jours, ben, au bout de la ligne, on va augmenter notre seuil d'endurance, donc la résistance à la fatigue va être plus grande. Je suis endormante, hein? Je suis désolée. Ouais, comment je pourrais être moins endormante, là? Consulter, oui, l'infirmière, oui, le médecin, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le soutien psychologique, dans le soutien à la fatigue aussi. Il y a des gens qui sont spécialisés au niveau de l'insomnie. Donc, une fois qu'on a établi la cause de la fatigue, bien, c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher de l'aide aussi. Hygiène du sommeil, l'insomnie. Bien, il y a une façon de s'aider aussi à bien dormir. Les trucs, on ne les connaît pas tous, on en connaît quelques-uns. Évidemment, la caféine, on essaye de l'éviter avant d'aller se coucher, mais même 4 à 6 ans, fait que le café du soir, bien, il y a un impact sur le souper. Donc, choisir peut-être des breuvages avec moins de caféine. Le thé, il y en a de la caféine dedans, mais c'est quand même moindre. Petite tisane, des fois, une boisson chaude, ça peut induire le sommeil. Fumer, ça peut stimuler un peu, ça stimule le système cardiovasculaire, ça amène de la vasoconstriction. Donc, on essaye de ne pas fumer, ça pourrait peut-être nous aider. L'alcool, c'est la même chose, vasoconstriction, on pense que ça nous endort, l'alcool. Des fois, on a le réflexe de dire « Hey, le vin, je vais aller », mais non, au bout de la ligne, ça amène un mauvais sommeil. Puis la qualité du sommeil, les éveils nocturnes, l'alcool est réputé finalement pour ne pas nous amener un bon sommeil. Oui, on va s'endormir, mais ça ne sera pas de la qualité, ça ne sera pas récupérateur. L'exercice, j'en ai parlé. Aménager sa chambre. De ne pas se gêner à se faire une chambre douillette, confortable. Essayer de diminuer autant que possible le bruit. Oui, choisir une température qui est agréable. Ouvrir la fenêtre, on a besoin d'air. Puis, idéalement, limiter la médication pour dormir. Parce que oui, le premier réflexe qu'on a, c'est « Oh! Je fais de l'insomnie, je vais aller voir mon médecin, je vais avoir une petite pilule. » Bien, des fois, la petite pilule, quand on est en période très, très aiguë, bien, c'est correct, ça fait du bien que ça détende, mais à moyen terme qu'à long terme, ça nous amène d'autres problèmes. Donc, quand je disais évaluer les habitudes de sommeil, bien, le professionnel que vous allez rencontrer va nous aider à identifier c'est quoi. Quand vous faites de l'insomnie, là, ça peut être dû à quoi? Il y a tellement de problèmes différents. Il y a des gens qui ont de la misère à s'endormir, il y a des gens qui n'ont pas de misère pantoute à s'endormir, mais qui se réveillent à 2 heures du matin, plus capables de s'endormir, ou qui, au contraire, se réveillent à 4 heures, puis plus capables de s'endormir. Donc, c'est d'identifier quelle sorte d'insomnie on fait. Ils vont vous poser plein de questions, puis il existe justement des journaux du sommeil. Vous en avez un exemple là, mais il en existe beaucoup si vous allez sur l'outil de recherche sur Internet, sur Google, images, journal du sommeil, vous allez en avoir plein d'exemples. Ça peut vous aider à identifier, un petit peu, à cibler les moments problématiques. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'en parler aussi. Ça me fait penser, faites-vous un journal tout court. On passe notre temps à vous poser des questions. Je le sais-tu, moi, il y a 3 jours, qu'est-ce que j'ai mangé pour souper, puis comment mes intestins ont fonctionné? Écrivez, c'est plus facile. C'est sûr que nous autres, on a une raison de vous poser la question, mais... donc, le journal du sommeil, en tout cas, je vous invite à tenter l'exercice. On pourrait ajouter qu'est-ce que j'ai mangé, Oui, c'est ça. Bien, tout est pratique, en fait, puis vous allez voir qu'il y a des journaux du sommeil extrêmement détaillés qui amènent ces informations-là, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui a perturbé, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée qui aurait pu perturber mon sommeil.
Ça, c'est sûr, c'est important de le savoir. De se faire une routine. La routine avant le dodo est tellement, tellement importante. Tu sais, le corps, il y a une mémoire. Le corps, tu sais, il y a l'esprit, puis il y a le corps. Les deux sont interreliés, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas parce qu'on se dit ben, je ne suis pas stressée, tout va bien. Ben, le corps, lui, il a quand même une certaine mémoire. Là. Donc, le fait de créer une routine, ça amène le corps à se préparer, puis d'une fois à l'autre, ben, le corps va automatiquement se mettre en mode détente. Donc, tranquillement, pas vite, on peut en venir à corriger les problèmes d'insomnie.